Bienvenue dans la seconde partie de l'épisode avec Quentin Kunzmann. Comme je vous le disais dans le premier épisode, celui-ci est interactif puisque c'est vous qui l'avez conçu grâce aux nombreuses questions que vous avez posées dans LinkedIn. Et je voudrais d'ailleurs vous remercier d'avoir été aussi nombreux, d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. C'est vraiment génial, vous êtes fantastiques. Bonne écoute! Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Salut Quentin, ça va? Écoute, ça va très bien, et toi? Oui, merci bien. Donc là, nous allons répondre aux questions des auditeurs et la première question, c'est celle de Maxime Labed, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est UX designer chez Adelium et qui demande, je serais curieux d'avoir ta réflexion sur le respect du code de déontologie du psychologue dans le métier d'UX designer. Est-ce que tu peux lui répondre, s'il te plaît, Quentin? Oui. On sent vraiment la question de peut-être de quelqu'un qui vient de la psychologie, mais voilà, pour ceux qui connaissent pas, quand on fait de la psychologie, quand on est psychologue, on a un code de déontologie, donc la dernière version, elle date de 2021, et ça vise vraiment à prévenir des mauvais usages de la psychologie. Donc c'est vrai que quand on connaît l'extrême facilité à influencer le comportement humain, il faut se souvenir un peu de cette phrase culte, hein, où un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, je pense que ça fait assez bien, ça fait assez sens ou du moins assez écho à cette phrase. Hmm. Mais en gros, voilà, on a 56 articles dans ce code de déontologie qui précisent comment un psychologue ou même un professionnel de la psychologie doit exercer. Donc, pour la faire un peu court, hein, c'est que tout n'est pas directement applicable dans ce code de déontologie, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui restent relativement intéressants et qui guident d'une certaine façon ma pratique. Donc, c'est un code que je garde toujours, hein, je l'ai parce que forcément, je suis psy aussi. Donc voilà, c'est vraiment un code qui revient sur des notions de compétences, voilà, avoir des compétences qui sont régulièrement actualisées, sur le fait de s'appuyer sur des outils, des méthodes qui sont scientifiquement validées, qui revient même sur la posture, hein, que l'on doit avoir envers autrui, sur le respect de sa dimension psychologique. Mais aussi, voilà, ça revient sur la façon dont on doit communiquer et diffuser autour de la psychologie. Donc voilà, pour répondre assez rapidement à la question, c'est vraiment tout n'est pas forcément directement pertinent, mais c'est quelque chose que voilà, je garde en tout cas sous le coude pour guider ma pratique. D'accord, c'est intéressant. Il est remis, ce code de déontologie est remis d'actualité très régulièrement? J'irai pas jusqu'à dire très régulièrement, mais en tout cas oui, c'est quelque chose qui évolue pour voilà, rester quand même relativement à jour. D'accord. Et d'ailleurs, je crois que dans les différentes pratiques de la médecine globale, il y a un code de déontologie, non? Ouais, bah après je connais pas les autres, donc mais voilà, je pense que oui, il y a toujours dans ce genre de profession voilà, quelque chose en tout cas pour cadrer la pratique. D'accord. La question suivante est celle de Romain Ducerisier, qui est UX Manager et Senior Human Factor Engineer. Alors sa question, c'est comment utiliser au mieux la vision périphérique pour proposer des infos, exemple la déco illustrative ou des couleurs pour véhiculer des émotions, sans impacter la zone de vision centrale. Et il précise, vaste question qui mérite l'avis des psychologues. Ayant fait des sciences cognitives, je sais que les psys sont les champions de ce genre de problématiques. Bon, du coup, ça me met un peu la pression. Je sais pas si on est les champions de cette problématique. Mais en tout cas, pour répondre un peu à la question, il faut déjà revenir sur le fonctionnement même de la vision. Mais pour faire un peu simple, la vision nette, c'est en gros 2,5 cm de diamètre, hein. C'est vraiment notre vision centrale qui sert à prendre l'information quand on fait une fixation oculaire. Donc voilà, il faut savoir que les yeux ne sont jamais fixes, hein, ils sont toujours en train d'osciller et de se fixer à plusieurs endroits l'un après l'autre. Donc voilà,
pour mieux utiliser peut-être la vision périphérique et proposer des infos pertinentes, il va falloir essayer de jouer sur tout ce qui est la proximité, la saillance visuelle. Donc voilà, pour essayer de guider le regard et voilà, essayer d'influencer le prochain point de fixation. Donc voilà, pour ça, on peut essayer de tenir compte de la distance de l'utilisateur à l'objet. C'est-à-dire que si je suis sur une borne interactive depuis ma voiture ou depuis mon smartphone, ma vision est forcément pas la même et la distance entre les choses, hein, les composants ne sont pas non plus les mêmes. Donc je vais essayer de jouer là-dessus. Donc voilà, c'est essayer de chercher à guider peut-être progressivement le regard de l'utilisateur sur des éléments qui vont nous intéresser, en jouant sur de la séance visuelle, hein, comme du contraste, sur des notions de temporalité, hein, avec des choses qui apparaissent ou qui bougent. Voilà, cette notion de mouvement. Donc voilà, c'est ce que je disais. Hein, c'est la vision périphérique, ça nous sert vraiment à sélectionner le prochain point de fixation. Donc si on perçoit quelque chose de saillant, comme un mouvement, on va aller chercher l'information et donc faire une fixation. Mais après, c'est quand même un sujet qui est relativement complexe. Donc quand on cherche, en tout cas quand on a cette appréhension, cette problématique-là, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser de l'eye tracking, hein, parce que c'est une problématique qui est relativement pointue. Ok. Autre question vient de Benjamin Faury, qui est consultant UI designer de chez World of Digit pour AXA France. Sa question, c'est, on parle souvent des biais cognitifs en UX, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets que les biais en psychologie qui te sont utiles en tant qu'UX? Alors oui, c'est vrai que voilà, les biais cognitifs, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais en même temps, je trouve que c'est super limitant pour un domaine aussi vaste que la psychologie. Déjà parce qu'au quotidien, les biais nous aident plus fréquemment qu'ils nous causent du tort. En fait, voilà, si on veut essayer de comprendre les autres choses qui sont utiles en UX, j'ai envie de dire presque tout, hein, de la psychologie peut être utile. C'est-à-dire que comprendre la motivation, le fonctionnement cognitif, que ce soit la mémoire, le langage, le raisonnement, l'attention, la perception, mais aussi tout ce qui va être lié aux émotions, à la prise de décision, le pourquoi, le comment de nos comportements, c'est vraiment un atout et pour ne pas dire un prérequis quand on fait de l'expérience utilisateur. Donc, c'est-à-dire que concevoir pour l'humain, c'est déjà avant tout comprendre l'humain. Donc tout ce qui est relatif aussi, hein, à la recherche utilisateur, c'est aussi intéressant. Par exemple, le b.a.-ba en psychologie, c'est vraiment cette posture, hein, avec l'utopique neutralité bienveillante, l'écoute active, l'empathie, etc. Bien sûr, c'est des choses qu'il faut pratiquer parce que voilà, on n'est jamais assez préparé à faire des entretiens, par exemple. C'est quelque chose au départ d'assez compliqué. Et on a aussi, voilà, au-delà des connaissances, c'est peut-être cette appréhension scientifique de je pose des hypothèses, je collecte des données, des observations, je m'appuie sur des outils, des méthodes qui sont scientifiquement éprouvées pour faire mes observations ou mes analyses. Voilà, en gros, voilà, presque toute la psychologie, hein, et c'est une discipline qui est très large, peut être utile pour faire de l'UX. D'accord, merci. Vous souhaitez en savoir plus sur les rapports entre la psychologie et l'UX design? Alors écoutez le premier épisode avec l'interview de Quentin. Et voici la suite des questions. Une autre question de Olivier Parent, qui est cofondateur et designer chez Caturo Studio. Pour être terre à terre et donner du concret, il serait intéressant d'expliquer comment et quand tu interviens, quel est ton rôle dans un projet, en amont, pendant, après, et comment cela s'inscrit dans une démarche UX, agile, lean, les risques que ton rôle essaie de réduire, de supprimer, mais aussi les avantages et la valeur qu'apporte ton rôle dans un projet, et il souligne, etc. Sans entrer dans un monologue chiant, comme tu l'avais écrit dans le post LinkedIn. Oui, exactement. C'était une demande de ta part au départ de ne pas faire un monologue chiant, pardon, sur voilà, l'anatomie cérébrale, et je pense que j'ai respecté la part du contrat à ce niveau-là. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup, Quentin. Donc voilà, pour répondre peut-être à la question, voilà, finalement, dans mon travail, j'ai une approche qui est quand même relativement classique. J'exploite peut-être pas autant que je l'aimerais l'étendue de ce que propose la psychologie. Voilà, quand on est sur un seul sujet, un seul produit, voilà, on mobilise les choses un peu au goutte à goutte, suivant les besoins. Cependant, la psychologie me permet quand même d'avoir une approche, une appréhension
de certaines problématiques qui est propre à quelqu'un qui a cette formation. Voilà, c'est une vision du design qui est relativement particulière aussi, quand on est vraiment centré sur l'humain. Mais il y a quand même il y a peut-être deux choses qui sont assez intéressantes par rapport à ça, c'est que quand je fais les entretiens, par exemple, le fait d'évoquer, quand voilà, on met en place le contrat de communication, d'évoquer le fait que je suis psychologue tout de suite, ça met les gens beaucoup plus à l'aise. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise un petit peu et dont j'abuse peut-être un petit peu parce que ça marche très très bien. Mais vraiment, peut-être dans voilà la seconde partie de la question sur les risques que le rôle, enfin que je peux en tout cas réduire, supprimer. Alors je pourrais peut-être pas totalement le supprimer, mais en tout cas j'essaie de le réduire au maximum. Mais voilà, j'ai toujours cette préoccupation de rester centré sur l'humain, de toujours mettre l'intérêt de l'utilisateur au centre des préoccupations business. D'accord. Et pour compléter la question d'Olivier, euh, tu disais à l'instant que t'aimerais proposer plus ou étendre ta proposition en matière de psychologie. Comment tu aimerais étendre tes connaissances en psychologie? Bah non, c'est peut-être pas étendre mes connaissances, c'est peut-être les mobiliser plus. Après, pour ça, je pense qu'il faudrait que je lance ma propre boîte et comme ça, je pourrais en tout cas exploiter pleinement tout ce qui me plaît. Après, c'est vrai que voilà, encore une fois, quand on travaille sur un seul produit, on est obligé de faire en fonction voilà, des besoins du moment. D'accord, ok, très bien. Autre question, c'est celle de Marjorie Delrieux, qui est UX designer et product owner. Alors, Marjorie, je suis désolé, il y a une partie de la question ou des questions que tu avais posées et qui sont dans l'épisode dans lequel Quentin est intervenu. Et en fait, avec Quentin, on a choisi de prendre ta dernière question. Et la dernière question, c'est si on n'a pas fait un master psycho, quel conseil pour devenir compétent sur ces aspects, donc les aspects de la psychologie, s'il te plaît? Alors déjà, je pense que c'est le plus important, c'est de lire beaucoup, tout en gardant peut-être un état d'esprit critique assez aiguisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressources hein, sur la psychologie, le design, l'UX design. Mais après, voilà, quand on parle de science, c'est vraiment développer aussi cette connaissance de la méthode scientifique, de ses limites, et donc voilà, d'avoir toujours cet état d'esprit critique quand on lit certains bouquins, parce que des fois, ça paraît un peu magique, dans les faits, ça l'est beaucoup moins. Mais voilà, ouais, je pense que pour devenir compétent, voilà, on a forcément un travail de lecture et puis voilà, de compréhension, de recoupement d'informations. Mais voilà, on peut aussi me suivre sur LinkedIn et puis lire mes articles pour monter un peu en compétences. Merci Quentin. L'avant-dernière question, c'est celle de Tanguy le Duf, qui est UX designer et enseignant. Alors, je soumets ma question sous forme de raisonnement par l'absurde. Imaginons, je suis un professionnel de la conception centrée utilisateur. Quel principe de la psychologie ou des sciences comportementales dois-je appliquer pour créer la pire expérience possible? Alors pour moi, j'ai même pas forcément besoin d'avoir un raisonnement par l'absurde, parce que la pire expérience possible, elle existe déjà. Je pense aux réseaux sociaux hein, et aux autres applications qui sont voilà très orientées facilité d'utilisation, mais qui sont en même temps utilisées pour capter un maximum de temps d'attention. Voilà, en utilisant le caractère social, en utilisant la récompense aléatoire, et voilà aussi d'autres choses comme des algorithmes. Et voilà, j'estime un peu que c'est la pire expérience possible parce que facialement, l'expérience c'est quelque chose d'agréable. Ok, je suis sur ce réseau social ou sur cette app, voilà, c'est intéressant, je m'amuse. Mais le service, le produit a des répercussions fortes. Voilà, ça peut être au niveau individuel. On va avoir de la comparaison sociale qui est constante. On va avoir des notions de complexes, notamment chez les jeunes. Et on sait aussi que les gens qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux ont souvent voilà beaucoup plus d'émotions négatives. Hein, souvent peut-être en raison de cette comparaison sociale. Hein, le cerveau est pas forcément fait pour tout ce feedback social. Mais on a aussi des répercussions qui vont être sociétales, hein, avec des fake news qui se répandent facilement, des opinions qui se polarisent à cause des algorithmes, et puis aussi des possibilités de manipulation de masse. Donc finalement, la pire expérience possible, elle existe déjà. D'accord, très bien.
Et la dernière question, c'est celle de Asma Geribala, qui est étudiante en Master 1 d'information et documentation. Alors elle avait écrit: Bonsoir, voici ma question. Pensez-vous qu'avec cette connaissance du cerveau humain dans une démarche d'UX design, il serait alors possible de considérer l'UX designer comme possédant un pouvoir de manipulation envers l'utilisateur, et de ce fait, au-delà de chercher à comprendre l'utilisateur pour lui offrir une meilleure expérience, est-il possible selon vous de se servir de cette expérience pour manipuler les utilisateurs et les pousser à l'achat par exemple, ou alors encore de créer une addiction chez l'utilisateur, par exemple pour une application ou un jeu, pardon. Ouais, je vais essayer d'être assez complémentaire sur des choses sur lesquelles j'ai déjà un peu parlé. Mais voilà, déjà concrètement, aucun design n'est neutre, hein. À partir du moment où je crée une simple séance visuelle pour créer un bouton, j'influence forcément la manière, voilà, dont les gens vont, voilà, venir regarder ce bouton-là. Mais voilà, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'un UX designer qui possède des bonnes connaissances sur le cerveau, inévitablement, il a ce pouvoir de pouvoir manipuler, de pouvoir se dire je pousse à l'achat, je crée même finalement de l'addiction. C'est pas forcément très compliqué à mettre en place. Il y a beaucoup d'endroits où c'est fait, hein. Mais on peut pas se revendiquer UX designer si c'est des choses qu'on cherche à mettre en place, parce que l'UX designer est fondamentalement centré sur l'humain, et l'humain passera toujours avant le business. Souvent, c'est des services qui sont annexes, qui vont chercher à mettre ça en place. Mais oui, on peut le faire, en tout cas, voilà, en tout cas, on a cette capacité-là. D'accord, très bien. Eh bien, c'était la fin des questions. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir répondu aux questions des auditeurs. C'était vraiment très sympa. Encore une fois, d'être intervenu dans Design Plus et avec cet épisode interactif, c'était vraiment très sympa. Quel est ton ressenti et est-ce que tu voudrais faire une conclusion sur cet épisode avec les questions des auditeurs? Bah, écoute, déjà, ça m'a fait très plaisir qu'il puisse y avoir des questions, que les gens s'intéressent en tout cas à ça. Donc voilà, encore une fois, s'il y a d'autres questions, les gens sont libres de pouvoir me contacter directement pour que je puisse y répondre. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Puis bah, j'aimerais te remercier toi aussi, Laurent, de m'avoir donné la parole et puis pour cette opportunité d'avoir pu discuter avec toi. D'accord, eh ben super, eh bien merci beaucoup Quentin, merci à tous les auditeurs et auditrices. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi Quentin. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à Quentin d'avoir pris du temps pour intervenir dans Design Plus sur les thèmes de la psychologie et l'UX design. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a ouvert encore plus l'esprit. J'espère que cela a aussi été le cas pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les rapports entre la psychologie et l'UX design, je vous invite vraiment à écouter le premier épisode avec son interview. Je pense que vous allez apprendre plein de choses. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode interactif qui était un test que je renouvellerai bientôt si ça vous intéresse. N'oubliez pas de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner car je vous réserve des épisodes inédits durant les mois de juillet et août 2022. Merci beaucoup et à bientôt sur Design Plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode.
À bientôt.